Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, les stations de ski contre la loi travail. Elles recourent massivement aux contrats d'embauche saisonniers en CDD et s'insurgent contre la taxe souhaitée par le gouvernement. Le constat à Val Thorens, en Savoie. L'État qui veut également supprimer les trains de nuit à destination de Bourg-Saint-Maurice en Savoie et Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Aujourd'hui à Chambéry, deux associations d'usagers ont présenté un projet qui met en avant la viabilité économique de ces lignes condamnées. Enfin, cet appel au financement participatif pour sauver la première œuvre murale de l'artiste Ernest Pignon-Ernest. Elle a été créée en 1979 sur l'enceinte de la Bourse du Travail de Grenoble par celui que l'on considère comme le précurseur de l'art urbain. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale avec deux grands titres ce soir. Salah Abdeslam en France. Depuis ce matin, le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre est entendu par les juges. Il devrait être mis en examen dans la soirée et sera placé dans un quartier d'isolement à Fleury-Mérogis. Maître Berton, son nouvel avocat français, affirme que son client est prêt à collaborer avec la justice. Et puis la FNAC, Darty, deux noms désormais associés. L'enseigne culturelle a pris le contrôle du groupe d'électroménagers, un rapprochement qui inquiète les syndicats. Ils craignent des suppressions de postes et des fermetures de magasins. Dans les Alpes, le projet de loi travail soulève des questions dans les stations de ski. Elle recourt en effet massivement aux contrats à durée déterminée, des contrats qui ne sont pas toujours reconductibles et qui concernent environ 100 000 emplois saisonniers. Des saisonniers et leurs employeurs qui redoutent notamment l'augmentation de la taxe sur les CDD voulue par Manuel Valls. Marion Feutry, Frédéric Pasquette. Parfait, tout est en ordre. Hôteliers, loueurs, professionnels du tourisme, les saisonniers seront-ils impactés par la loi travail ? À Val Thorens, où la saison se termine, on compte 2500 saisonniers chaque hiver, 90% en contrat à durée déterminée. Alors certaines mesures du projet de loi passent mal, en particulier la surtaxe sur les CDD, voulue pour favoriser les embauches en CDI. Ça va être un frein, je pense, à l'embauche, en tout cas pour les sociétés de remontée mécanique et puis tout ce qui en découle au niveau du tourisme. On sait que c'est des contrats saisonniers et donc je ne vois pas comment une société peut embaucher des saisonniers à plein temps. Difficile de recourir au CDI dans des stations ouvertes 4 à 6 mois par an. Les employeurs souhaitent donc que les CDD saisonniers échappent à cette possible augmentation du coût du travail. Autre dispositif qui pose question, l'instauration d'une prime de précarité pour les CDD non reconductibles, la majorité des contrats signés en station. Dans l'éventualité où il y aurait un choix entre la reconduction et la prime précarité, ça pourrait peut-être inciter certaines entreprises à sécuriser les parcours de certains de leurs saisonniers, à fidéliser, etc. C'est vrai. Après, les entreprises vont vous dire que ça peut, eux aussi, l'entreprise les précariser, de pouvoir prévoir cette prime précarité qui, s'ils ont beaucoup de salariés, peut être un budget quand même relativement important. Reste à savoir si les contrats saisonniers échapperont à une hausse des cotisations patronales, comme ce fut le cas en 2013. On l'a appris hier, la France vient de connaître un recul historique du chômage pour le mois de mars, moins 1,7%, soit 60 000 demandeurs d'emploi en moins, du jamais vu depuis l'an 2000. Une avancée qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, même si la baisse est inférieure à la moyenne nationale. Les précisions de Joël Serroni. En Auvergne-Rhône-Alpes, la tendance se confirme, même si les pourcentages n'atteignent pas le niveau national. Le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A recule de 1,5%, soit 6 100 demandeurs d'emploi en moins. Une baisse amplifiée dans les départements alpins et en particulier pour la Savoie qui enregistre un recul de 2,6%, soit 520 personnes de moins. Bon résultat également pour les chômeurs sans activité et en recherche d'emploi en Isère, moins 2,1% en mars, soit 1270 personnes. L'évolution est moins marquée en Haute-Savoie, mais ce mois de mars suit tout de même la tendance avec moins 1,6%. De bons chiffres qu'il faut pourtant relativiser lorsqu'on observe les courbes annuelles, car le nombre de demandeurs d'emploi progresse par rapport à mars 2015. En Auvergne-Rhône-Alpes, cette hausse atteint 1,3% en catégorie A, mais 3,7% quand il s'agit de l'ensemble des catégories.
Justice, l'ancien maire de Céleste-sur-Sanne a été condamné hier à 18 mois de prison ferme, assorti d'un suivi socio-judiciaire de 2 ans. Jackie Croix y était jugé au tribunal correctionnel de Vienne pour agression sexuelle sur sa belle-fille qui était mineure à l'époque des faits qui remontent à 20 ans. Et puis, 6 proxénètes sont en garde à vue depuis hier après le démantèlement d'un réseau dans la Bièvre, en Isère. Une vingtaine de prostituées ont été entendues comme victimes dans cette affaire que je vous invite à découvrir en détail sur notre site alpes.france3.fr. Transport, face à la menace de suppression de certains trains de nuit en partance de Paris et à destination de Saint-Gervais-les-Bains et Bourg-Saint-Maurice, des associations d'usagers sont montées au créneau aujourd'hui à Chambéry pour convaincre l'État de faire machine arrière et de maintenir ces lignes. Cédric Picot, Christian Mathieu. Ils sont venus faire part de solutions d'avenir pour sauver la ligne nocturne Paris-Saint-Gervais-Bourg-Saint-Maurice. Les associations d'usagers des transports proposent une meilleure utilisation des trains en journée et l'ajout de wagons sans couchette pour les dessertes locales. Ils préconisent aussi l'intégration de cette ligne dans les offres de tour opérateurs. Pour eux, le maintien de ces liaisons de nuit vers les stations de ski est un enjeu économique et écologique. Les courts séjours de 3-4 jours en station, on va les perdre si on perd ce train. Puis il y a une notion aussi environnementale. On parle beaucoup de pollution dans les pays de Savoie. On sait qu'il y a un plan de protection de l'atmosphère sur la vallée de l'Arve. Et le train de nuit, c'est un train qui est 100% écologique, 100% propre, puisqu'il n'émet pas de pollution atmosphérique sur des voies ferrées qui sont électrifiées. Mis en service à la fin des années 70, les trains de nuit ont été progressivement délaissés par les voyageurs au profit du TGV. Aujourd'hui, l'État veut délester la SNCF de l'exploitation de 6 des 8 lignes existantes. La liaison vers les Alpes du Nord est menacée. Ses défenseurs mettent en avant sa viabilité. Cette demande-là, elle est en train de réapparaître. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont moins soucieux d'économiser du temps que d'économiser de l'argent. Donc il faut retrouver des produits où le train met le temps qu'il faut, éventuellement sans correspondance d'ailleurs, et à des conditions tarifaires qui sont compatibles avec le portefeuille des gens. Moins cher pour l'usager, mais pas pour l'exploitant. D'après le gouvernement, ces lignes représenteraient à elles seules 25% des déficits des trains intercités pour seulement 3% des voyageurs transportés. Que la SNCF elle fasse aujourd'hui des comptes par rapport au train, ça paraît normal. Il faut bien que quelqu'un compense. Et nous, il nous semble que la collectivité aujourd'hui devrait le compenser. L'État laisse encore 10 semaines aux repreneurs privés pour se manifester. Si aucun candidat ne se présente, la fin du train de nuit Paris-Saint-Gervais-Bourg-Saint-Maurice est programmée pour le 1er juillet. Dans le domaine de la recherche médicale, une équipe grenobloise de biologistes s'est vue remettre un prix de la Fondation de l'Arc pour son travail sur la cellule et le cancer. Un prix qui récompense 15 ans de travail sur le cancer du poumon. Aujourd'hui, ces chercheurs démarrent un nouveau projet qui cherche à comprendre les liens entre la pollution et le déclenchement des cancers du sein. Valérie Chastelan, Didier Albrand. Vous avez été émerveillé par les miracles de l'ADN, ce grand ruban de vie. Préparez-vous à vivre la révolution de l'épigénétique. L'épigénétique plonge dans nos cellules pour comprendre le fonctionnement ou dysfonctionnement des gènes, de leur programme, de leur instruction. Et voici le tandem qui travaille sur ces crises d'identité cellulaire qui provoquent notamment des cancers particulièrement méchants. Ces différents programmes vont définir l'identité de chaque type cellulaire. Et en fait, dans les cellules cancéreuses, on a une complète dérégulation de ces programmes. Et les cellules cancéreuses vont utiliser des programmes qui, normalement, ne doivent pas être lus par ces cellules. Et ça va donner aux cellules cancéreuses des nouvelles propriétés. Par exemple, plus agressives ou résistantes au traitement. C'est ce que ces chercheurs ont mis en évidence en travaillant sur des cancers du poumon, comme une symphonie avec différentes partitions. Imaginez que la clarinette se mette à lire la partition du violon, cacophonie. Ce qui est vrai pour le cancer du poumon l'est aussi pour d'autres cancers. Et l'équipe va maintenant travailler sur le lien entre pollution et cancer du sein. On va développer un projet qui est basé sur mesure de l'exposition des populations à des polluants atmosphériques, donc notamment des petites particules et aussi oxyde d'azote et d'autres polluants. Et ces polluants en fait, peuvent modifier la chimie des cellules et cette modification de la chimie des cellules impacte et affecte ces modifications chimiques en fait, qui vont instruire les gènes.
Et de cette épigénétique va naître des épidrogues avec un champ thérapeutique immense, à tel point que l'ARC, qui a déboursé 280 000 € sur 3 ans pour l'équipe de Cochebine, annonce comme objectif dans 10 ans la guérison de 2 cancers sur 3. À Grenoble, toujours, la mairie se lance dans la chasse aux incivilités. Déchets, déjections canines, véhicules mal stationnés seront désormais sanctionnés. Particulièrement ciblés par la police municipale, les cyclistes. Le reportage de Maxence Regnault et Jean-Pierre Rivet. Rouler sur les trottoirs, griller les feux rouges, circuler de nuit sans lumière, la chasse aux infractions cyclistes est désormais ouverte à Grenoble. Une chasse qui pourrait rapporter gros entre 11 et 22 € par infraction. Je vois pas pourquoi on devrait verbaliser que les voitures, parce que tout le monde devrait respecter les codes qu'on impose. Donc heureusement qu'on est au courant maintenant, parce que... Je fais attention, mais je respecte pas. Moi, je respecte. Des fois, je suis au feu rouge et puis je vois les vélos qui passent à côté de moi. J'ai quel imbécile, oui, mais enfin, je respecte le code de la route, quoi. Cette volonté municipale peut tout de même sembler paradoxale. D'un côté, Grenoble prône le déplacement cycliste et va bientôt créer son autoroute à vélo. Mais de l'autre, la ville veut sanctionner de plus en plus ces cyclistes. Il ne s'agit pas d'avoir une sévérité exacerbée à l'égard de tel ou tel, mais de dire collectivement à tous ceux qui fréquentent nos espaces publics grenoblois, faisons chacun l'effort pour que cela se passe bien pour tout le monde. Cette mesure pour le bon vivre ensemble fait bien évidemment l'unanimité, même du côté des associations du vélo comme la DTC. D'accord pour verbaliser et éviter les incivilités à condition que l'aménagement des routes et de la ville soit approprié. Si vous êtes sur le coup Gambetta, par exemple, dans la partie sud, vous êtes sur les trottoirs, dans la partie nord, vous êtes sur la chaussée, après vous êtes dans un couloir de bus, et après vous êtes de nouveau sur un trottoir. Donc c'est pas très lisible, quoi. Il ne faut pas s'étonner après s'il y a des cyclistes sur les trottoirs tout le long, quoi. Il y a quand même un manque de lisibilité des aménagements. De nouveaux travaux sont prévus dans les prochains mois pour encore améliorer la circulation des deux roues, ce qui n'empêchera jamais certains de faire n'importe quoi. Et voilà qui nous amène au troisième volet de notre série sur les nouvelles tendances qui tournent autour du vélo, justement. Avec ce soir, le Café Vélo, c'est à Grenoble, un lieu unique en son genre où l'on peut faire réparer son vélo tout en se retrouvant autour d'un repas ou d'un verre. Nathalie Rapuc, Dominique Sommet. Au cœur du quartier Saint-Bruno, un rendez-vous incontournable pour tisser des liens et rassembler. Au Café Vélo, les fourchettes côtoient les tournevis. D'ailleurs, je vais tout de suite à l'atelier. Nicolas répare toutes sortes de pannes, du vélo tout-terrain au vélo de ville. L'objectif est de rénover et récupérer le plus de pièces possible. On essaye de ne pas trop mettre du neuf et de réutiliser, de réparer déjà ce qui existe sur le vélo plutôt que de le changer tout de suite. Parce qu'on n'est pas dans une logique commerciale où on essaye de vendre un maximum pour faire un maximum de bénéfices. C'est peut-être un peu notre problème d'ailleurs. Mais on est plus dans une logique personnelle où nous on fonctionne comme ça, donc on se dit que ça nous va bien et que moi ça m'embête d'acheter des trucs de Chine alors qu'il y a des choses qui marchent bien ici, quoi. Au-delà des réparations, c'est un état d'esprit qui règne ici. Les gens ne viennent pas seulement pour leur vélo, mais aussi et avant tout pour passer un bon moment. Comme Agnès, 14e vélo d'occasion en 30 ans. Depuis qu'elle a découvert cette oasis, elle ne se lasse pas de les faire chouchouter ici. Je viens de temps en temps, soit pour faire réparer mon vélo, des fois il y a des concerts, donc je viens pour les concerts, puis des fois je viens boire un coup ici, parce que c'est sympa, là, cette petite terrasse un peu protégée des voitures, c'est agréable. Une ambiance chaleureuse qui s'intègre bien dans le centre-ville grenoblois. Ça attire une clientèle particulière. C'est du vélo utile en fait. C'est beaucoup des gens qui se trimballent à vélo dans Grenoble et c'est pas du sport pour eux, quoi. C'est vraiment un truc utilitaire. Boire un café, manger bio ou parler vélo, tout ça est possible grâce à une bande de copains qui ont monté une société coopérative et participative il y a 2 ans. Pas de chef, tout le monde est au même grade et se doit d'être polyvalent. C'était l'idée à la base de pouvoir tourner sur les différents postes. Et puis moi, ça faisait un petit moment que je réparais des vélos dans mon coin, donc j'ai pu me former auprès de Nicolas qui lui avait le diplôme. Et du coup maintenant ça m'arrive de prendre sa place.
Tantôt en cuisine, tantôt à l'atelier, Nicolas, Sylvain, Fabien et Anthony ont fait de leur affaire un véritable lieu de vie. Le soir, c'est plus un peu lieu de quartier où c'est que le bar. Le vélo, il est un peu mis de côté, à part quand vraiment on fait des animations autour du vélo, des gens qui rentrent de voyage, qui présentent leurs films. Après le midi, il y a un peu plus d'interaction entre les deux lieux. C'est plus des gens du resto qui viennent me voir, qui viennent poser des questions, qui viennent échanger sur nos différentes pratiques du vélo. Mais il y a une sorte de cohérence entre tout ça quand même. C'est pas cloisonné, quoi. Ça circule. Ce mois-ci, Café Vélo organise un concours photo autour de la petite reine. Une façon de faire participer chacun à la vie des lieux. À Moirans, toujours en Isère, les nouveaux jardins de la solidarité aident des personnes au chômage à retrouver une activité professionnelle autour du maraîchage et des espaces verts. Cette association d'insertion invite le public, mais aussi des artistes, à des journées portes ouvertes. Ce sera le week-end prochain. Damien Borelli, Florine Eba. Le Graphe est dans le Pré, ou plutôt dans les jardins solidaires de Moirans. Artiste graffeur, Romain Minotti a réalisé 12 portraits. 12 visages de travailleurs, témoins de la diversité d'une petite exploitation singulière. Les personnes d'ici sont particulièrement attachantes, quoi. Ils ont vraiment on sent de la vie, quoi, dans leur visage et du coup, ben voilà, ils sont inspirants, quoi. Au milieu de ces 4 hectares de légumes cultivés en maraîchage bio, ces hommes et ces femmes viennent retrouver un nouveau souffle après une période de chômage, parfois une rupture plus profonde. Angelo est arrivé au jardin en août dernier. Il a appris à travailler la terre et s'est formé aux techniques du maraîchage. Et depuis que je suis arrivé ici, je suis heureux et j'ai appris beaucoup de trucs surtout que je ne savais pas parce que je n'ai jamais travaillé comme maraîcher dans ma vie. Et ici, ils sont derrière moi, ils m'apprennent des trucs et ils m'aident pour réaliser mon projet. Le projet d'Angelo est plutôt insolite. Il rêve de devenir thanatopracteur, de s'occuper des défunts. Ici, le maraîchage est un support pour aider chacun à trouver sa voie. Carole, elle, imagine son avenir dans le tourisme. Et ses 14 mois passés au milieu des légumes l'ont remotivée. C'est vrai que les jardins, ça a vraiment été un tremplin. Le temps de faire le point sur mon projet, de pouvoir avancer. Voilà, c'est vraiment un tremplin. Ça aide beaucoup quand on ne trouve pas de boulot et que c'est vraiment un travail enrichissant. Pépinière, entretien des espaces verts, maraîchage, les 28 salariés peuvent s'épanouir tout en restant épaulés par des professionnels. C'est un endroit où on essaye aussi d'ouvrir des possibles, c'est-à-dire de montrer à des gens qu'il y a des portes qui se sont fermées à un moment de leur vie et qu'ils n'auraient peut-être pas dû se fermer. L'accompagnement, il sert à ça. Après, c'est quelque chose d'exigeant, l'accompagnement. C'est pas quelque chose qu'on donne sur un plateau aux personnes. Il faut qu'elles s'impliquent elles aussi, qu'elles aient envie de se lancer dans un nouveau projet professionnel. Ces 2 prochains samedis, le public est convié à visiter les jardins de Moirans, acheter plants et légumes et rencontrer des salariés, comme Grégory, qui en plus de son activité, s'est trouvé une passion. Il photographie les animaux sauvages tout autour de l'exploitation. Les jardins, ça m'a intéressé pour plusieurs raisons. Comme je dis, ça me remet un petit peu en contact avec la nature. Ça me donne une activité professionnelle. Ah, et la photo, c'est un petit plus qui égaye les journées. Où est-il passé? Depuis bientôt un mois, les avis de recherche circulent sur les réseaux sociaux et dans le village d'Assieux, dans le Nord-Isère. On recherche partout un animal qui n'est pas vraiment de la région et dont la disparition intrigue tout le village. Aurore Trespeux et Joël Serroni ont mené l'enquête. Au début, ça m'a semblé bizarre. J'ai dit, attends, les gens ils vont nous prendre pour des fous si on leur dit... C'est ma fille qui m'en a parlé par Internet, mais voilà, j'en sais pas plus. Ça a beaucoup parlé, visiblement il y en avait 3. Voilà quoi. Mais après on en a entendu parler parce que dans les petits villages comme celui-ci, ça en parle souvent quoi. Voilà. Moi, je suis partie faire du vélo tout à l'heure et je pensais le voir, mais non. Il rôde. Personne ne l'a vu. Personne, sauf Diego. On l'a vu en haut de chez moi, dans la forêt. Il était gros avec sa queue. Et on l'a vu dans son bébé, il était dans la poche. C'est un wallaby. Une sorte de petit kangourou recueilli il y a 1 an par la famille Tchoulfian. Début avril, l'animal s'est échappé de son enclos avec 2 compères.
L'aventure s'est terminée tragiquement pour 2 des fugitifs, percutés par des voitures. Le rescapé s'est quant à lui réfugié dans les bois, à côté du cimetière. Ils restent autour parce qu'ils savent quand même le secteur où ils habitent à la base, mais ils n'osent pas revenir vraiment à la route, aux maisons, tout ça. Le wallaby est discret. Du haut de ses 70 cm, il sait se faire tout petit. Son pelage se confond facilement avec les branchages, difficile donc de l'apercevoir dans les bois et de l'attraper. Inoffensif, le marsupial reste sauvage, il faut donc être prudent à sa présence. Il ne faut pas leur courir après, il faut rester à côté. Quand on s'approche trop, ils s'en vont, mais si on est toujours à une distance correcte, ils ne bougent pas. Ils nous regardent juste, mais ils ne bougent pas. Pendant que le chat dort, le wallaby s'enfuit. Ce week-end, les Tchoulfians organiseront de nouvelles battues pour tenter de le récupérer. Et à l'occasion de cette chasse au kangourou, notre équipe est tombée par hasard sur ce groupe de cigognes posées en plein champ, absolument pas effarouchées par les va-et-vient du tracteur d'un agriculteur qui, lui, plutôt est habitué aux corbeaux, voilà, les cigognes qui migrent en ce moment vers le nord. Les oiseaux, justement, au centre de notre reportage Grande Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec cette question, que faire des oisillons tombés du nid lorsqu'on les découvre parfois au bord d'une route ou d'un sentier? Eh bien surtout, ne les ramassez pas pour les emmener chez vous, vous risquez de les condamner. Les explications de Marie Morin et Laurent Pastural. Comme chaque matin, Adrien Corsi vient nourrir les rapaces du centre de soins. On prépare la ration des rapaces, donc de chaque volière, avant de rentrer dedans, histoire de ne pas trop les effrayer. Dans cette volière, depuis quelques jours, 2 petites chouettes-hulottes. Âgées de 2 à 3 semaines, elles ont été ramassées en ville et amenées au centre. Elles y termineront leur éducation ensemble. Ça permet que les jeunes poussins puissent se voir les uns les autres. Donc là, elles sont collées l'une à l'autre, même si ce n'est pas la même fratrie. Ce qui permet quand même de limiter l'imprégnation, puisque les jeunes rapaces nocturnes, surtout les hulottes, s'imprègnent facilement de l'homme. Quand leur plumage aura atteint sa forme adulte, Adrien les relâchera dans un site comme cette ancienne châtaigneraie. On a des trous, par exemple, là où elles peuvent se mettre, puisque là, l'arbre est mort. Et donc, du coup, à l'intérieur, il est complètement creusé. Donc, c'est là où elles vont se nicher. Pourtant, pas besoin d'en passer par là dans la plupart des cas. Ramasser un oisillon tombé du nid, c'est une erreur. Si on trouve une chouette au sol, concrètement, il faudrait la laisser là, puisque c'est comme ça que ça se passe. Les parents vont la nourrir, elle va crapahuter, elle se cachera, elle ne bougera pas pour rester le plus camouflée possible. Si vraiment on a peur, puisque parfois ici il peut y avoir des personnes qui viennent avec les chiens, etc., on peut à la limite la prendre et essayer de la mettre sur une branche en hauteur, de manière à ce qu'elle reste tranquille et au moins à l'abri des prédateurs domestiques. En cas de doute, appelez la Ligue de protection des oiseaux. Mais ne ramenez jamais un oisillon chez vous, c'est interdit par la loi. Chouettes et hiboux sont des espèces protégées. L'association Space Junk Grenoble a lancé une campagne de financement participatif pour sauver la fresque créée par Ernest Pignon-Ernest en 1979 à la Bourse de travail de Grenoble. Elle se désagrège petit à petit, mais il est encore temps de la restaurer. C'est l'une des plus anciennes fresques murales de cet artiste plasticien avant-gardiste et engagé qui est considéré comme l'un des pères fondateurs du street art. Marie Michelier, Vincent Abran. C'est impossible de faire disparaître ça. C'est autant un patrimoine de mémoire, un patrimoine autour de l'artiste. C'est impensable que ça puisse disparaître. Ce travail, c'est celui d'Ernest Pignon-Ernest, une fresque créée en 1979 sur les murs de la nouvelle Bourse du Travail en plein cœur du quartier Villeneuve. À l'époque, l'artiste passe plusieurs mois à Grenoble, collecte des morceaux d'histoire auprès d'habitants ou de représentants syndicaux, une mémoire militante qu'il retranscrit peu à peu. Il a fait un travail de fou de recherche en termes d'affiches, d'histoire à Grenoble, dans les archives départementales, les archives municipales. Il est allé fouiller, il est allé retrouver des vieilles affiches qu'il a reproduites à l'échelle 1 avec des sujets qui traitaient du monde du travail, des acquis sociaux, de l'histoire en fait, des combats, de lutte pour arriver à
ce qu'est le droit du travail aujourd'hui. Le soutien à Sacco et Vanzetti ou le retour de Louise Michel habite cette œuvre de 5 mètres de haut sur 14 de large. Mais très vite, le mur qui la porte s'effrite et la fresque disparaît. Aujourd'hui, le centre d'art grenoblois Space Junk lance une campagne de financement participatif pour lui redonner vie et peaufine une reproduction numérique. Imprimée sur une toile, elle sera ensuite apposée sur le mur restauré, un projet soutenu par l'artiste rencontré plusieurs fois. C'est une initiative qui me fait plaisir, en effet. C'est bien. Je crois que c'est justifié. Ce qui est positif aujourd'hui, c'est l'héritage de toutes ces luttes. Donc, les faire réapparaître sur le mur, ça me semble tout à fait légitime, justifié. 50 000 € sont nécessaires et comme dans toute campagne, à chaque don sa contrepartie, parfois exceptionnelle comme ces sérigraphies à picoutants, signées par l'artiste. Quiconque s'intéresse un petit peu à l'artiste sait bien que des tirages en multiples d'Ernest Pignon-Ernest, ça avoisine très rapidement les 1000, 1500, 2000 €. Nous, on est vraiment sur une logique de patrimoine et vraiment récompenser ceux qui nous font confiance. La plateforme est ouverte jusqu'au 21 mai prochain et permettra peut-être aux luttes d'hier, par le biais d'un peu de militantisme citoyen, de côtoyer de nouveau celle d'aujourd'hui. Et avant de refermer ce journal, je m'associe à toute la rédaction qui m'entoure pour souhaiter le meilleur à Gérard Emika qui va attaquer une nouvelle vie dès ce soir puisqu'il prend sa retraite après plus de 25 ans au poste de rédacteur en chef adjoint à la rédaction des Alpes. Vous le voyez sur ces images, c'était en début d'après-midi pour sa dernière conférence de rédaction parmi nous.